Alors, justement, j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment pour parler d'histoire, puisque c'est quand même votre grande spécialité. Donc, est-ce qu'on peut peut-être faire une fresque de l'évolution de cette sensibilisation du climat, ou en tout cas dans vos travaux, vous montrez qu'en effet, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien que ce qu'on pense. Et votre livre s'ouvre même spécialisé sur ce sujet-là, s'ouvre sur Christophe Colomb. Oui. Ça, c'est un livre que j'ai écrit avec Fabien Locher, un collègue du CNRS. Effectivement, ce qui nous a frappé dans les discours contemporains, c'est, on en a déjà parlé, le discours de la prise de conscience. Vous disiez, depuis les années 90, finalement, on a continué à émettre, et même beaucoup plus. D'une certaine manière, on pourrait en fait prendre le point de référence beaucoup plus tôt et regarder depuis quand on se préoccupe du changement climatique. Et alors, il y a dans ce livre qui s'appelle « Les révoltes du ciel », désolé pour la pub, ça parle en fait d'un grand débat sur le changement climatique, mais qui n'est pas le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est un débat autour du cycle de l'eau et pas le cycle du carbone. Et le sujet, c'était pas les émissions industrielles, mais la déforestation. Mais ça n'empêche pas que c'était un énorme sujet. Un débat qui a agité les arènes politiques, les arènes savantes. Voilà. Donc c'était vraiment une question extrêmement importante, vivante intellectuellement, scientifiquement. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été progrès scientifiques, la théorie des âges glaciaires, la naissance de la climatologie historique, les premières études scientifiques sur le climat, si vous voulez, c'est en lien avec ce débat sur le changement climatique anthropique, lié au fait qu'on coupe trop d'arbres, en gros, pour dire les choses simplement. Alors, cela dit, dans un premier temps, le discours sur le changement climatique est un discours impérial, optimiste. Et c'est pour ça que Christophe Colomb, lui, commence à parler de changement climatique dès 1494, quand même, donc ça remonte. C'est qu'il est en train donc de découvrir les Caraïbes, et puis il voit quelque chose de bizarre, c'est les pluies diluviennes qui tombent à heure fixe en été, c'est au large de la Jamaïque. Et il dit une chose assez intéressante, il dit en fait, c'était la même chose aux Canaries, Porto Santo, Madère, ces archipels au milieu de l'Atlantique, colonisés par les Espagnols et les Portugais. C'est la même chose avant que les Espagnols et les Portugais coupent le bois. Donc il y a cette idée en fait que les Européens, les chrétiens, quand ils arrivent dans un territoire qu'ils colonisent, ils améliorent le climat en coupant du bois. Et ça, c'est un argument très fort pour la colonisation parce que en fait, c'était de dire les Indiens ne possédaient pas vraiment le territoire parce qu'ils ne le travaillaient pas. Et c'est parce qu'en fait, ils ont laissé la végétation proliférer, ils ont laissé la nature en déshérence sans vraiment la contrôler, la maîtriser, qu'il y a ce climat pas terrible, parce que c'est un truc péjoratif sur le climat, évidemment, de la Caraïbe. Donc ça, c'est vraiment un argument qu'on va retrouver ensuite dans Nouvelle-France et Nouvelle-Angleterre. Un argument pro-colonisation. Qui est aussi un argument pour se motiver, parce que pour aller coloniser le Canada au milieu du XVIIe siècle, en petit âge glaciaire, avec des hivers absolument terribles, autant vous dire qu'il fallait en vouloir, quoi. Et donc, c'est un argument pour dire, non, mais si ça vaut le coup quand même d'aller envoyer des colons en Nouvelle-France, parce qu'à terme, quand ils auront vraiment travaillé la terre, cultivé le sol, etc., le climat va vraiment être celui comme la France, quoi. Ce sera la Nouvelle-France, vraiment. C'est à peu près la même ligne de latitude. On aura le même climat de part et d'autre de l'Atlantique. Au fond, c'est aussi pour expliquer ce truc bizarre, ce phénomène étrange. Comment ça se fait qu'on ait des climats si différents de part et d'autre de l'Atlantique à la même ligne de latitude? Chose auxquelles ils ne connaissaient pas le Gulf Stream, etc., les colons ne s'attendaient pas. Donc il y a eu tout un premier temps du discours sur le changement climatique qui était un discours très, très optimiste, impérial, qui servait aussi à justifier la colonisation et puis aussi la hiérarchie des peuples. C'est-à-dire, en fait, les Indiens, c'était un peuple efféminé qui n'a pas réussi à maîtriser la nature et les Européens chrétiens vont par contre y arriver. Donc il y avait vraiment cette idée de hiérarchie raciale. Ça va servir aussi à hiérarchiser les peuples orientaux, avec cette idée que, par exemple, les ruines de Babylone, qui se trouvent maintenant au milieu d'un désert, fin 18e, début 19e siècle, ça va être interprété comme les conséquences d'un changement climatique causé par les locaux qui ont trop coupé de bois, qui ont changé le climat et qui, ce faisant, ont produit leur propre dégénérescence raciale. C'est un discours qui est toujours raciste, sachant qu'à cette époque, le climat, c'est ce qui façonne très profondément les corps, l'intellect, les sociétés, les civilisations. Et donc, il y a des civilisations inférieures, c'est aussi parce qu'elles ont mal géré leurs environnements. Alors, vous pensez que le climat, en effet, avait une influence directe sur les sociétés, oui. En particulier déjà les Grecs faisaient ça à l'époque. Oui, donc la Grèce est bien située, juste, c'est pour ça que nous, on est les chacun meilleurs. est dans le meilleur climat, ça c'est typique. Et donc, effectivement, c'est un topos dans toute la littérature du XVIIIe siècle, pensez à Montesquieu évidemment. Et donc, c'est pour ça aussi que le climat était si important intellectuellement pour les Européens, parce qu'ils étaient dans un moment où le climat, au fond, avait une plus grande importance politique que pour nous maintenant, puisque ce déterminisme climatique, Dieu merci, il a disparu. Pas forcément toujours, d'ailleurs, mais
Donc, et puis on pensait que c'était agraire aussi. Donc, l'essentiel de la population était paysanne et dépendait au premier chef de la météorologie. C'est des sociétés aussi qui étaient toujours au seuil un peu de la disette. La question de la soudure, c'était une question politique déterminante. Donc, n'importe quel changement de climat était extrêmement périlleux. Et on se rappelle aussi en 2012 les propos allemands sur la Grèce, les pays du Club Med. Oui, bah il y a peut-être encore des théories de Montesquieu là-dedans, j'en sais rien, j'ai pas du tout creusé ça. Même. Ce qui est sûr, c'est que ce discours impérial climatique va se transformer en catastrophisme. On a un discours très anxieux sur le changement climatique, et ça va être au moment de la Révolution française. Alors, il n'y a pas que la Révolution, mais la Révolution joue un rôle important. C'est assez amusant de voir les débats climatiques pendant la Révolution française. En gros, la dégradation du climat devient un moyen de blâmer l'adversaire politique. Donc, quand les révolutionnaires arrivent en 1789, ils disent si le climat s'est dégradé en France, et c'est vrai qu'il y avait des mauvais, c'est connu, les mauvaises récoltes, et donc le prix du pain qui qui augmente, etc. C'est parce que la monarchie a mal géré le climat de la France. Elle a fait dégénérer le climat de la France, y compris les Français d'ailleurs. Il y a vraiment c'est une accusation très très forte. Si le peuple a faim, c'est parce que la monarchie a mal géré les forêts. Elle a aussi laissé les étangs proliférer, etc., qui créent de l'humidité et donc des mauvaises saisons. Et puis évidemment, cet argument, ça va retomber sur le révolutionnaire, parce que qu'est-ce qui se passe en 89 ? Les paysans comprennent le 14 juillet comme la récupération de droits dont ils s'estiment avoir été expropriés depuis 20 ou 30 ans. Depuis les années 1760, le prix du bois augmente. Il y a ce qu'on appelle, de manière plus générale, la réaction féodale. Et donc, les aristocrates essayent de récupérer des droits exclusifs sur les forêts. Des forêts qui pouvaient être communes auparavant, qui vont être privatisées en partie. On va construire des murs autour, mettre des gardes forestiers. Et c'est très rentable de vraiment se focaliser sur la production de bois. Et donc, les paysans n'ont plus accès à ces terrains boisés pour faire paître les animaux, pour faire leur bois mort, etc. Et donc, en 1789, les paysans, ils estiment qu'ils ont le droit, ils sont en droit de récupérer ces usages forestiers. Et ça horrifie l'élite parisienne, qui avait été acculturée à l'idée que la propriété privée, c'est quand même la manière de mieux gérer la nature, quoi, pour dire les choses simplement. Et c'est à partir de là qu'on voit tout un discours proliférer qui vient en fait d'agronomes, mais qui va se diffuser, les curés vont répéter ça, les maires, etc. Ça va se diffuser un petit peu dans les élites provinciales sur si vous coupez le bois, vous allez créer une catastrophe climatique. C'est une manière de gouverner en fait les usages populaires de la nature. À ça s'ajoute qu'en 1791, il y a une loi qui permet au propriétaire forestier de déboiser chez lui, sans avoir à demander une autorisation administrative. Et donc, il faut gouverner en fait les usages de la nature. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment cette idée, il faut inculquer une conscience environnementale. Je pense qu'il se passe vraiment quelque chose d'important à partir de 1789 en France sur comment on gère un peuple de paysans libres. Avec un discours... Il y avait déjà donc une histoire de main invisible du propriétaire terrien qui finalement fait tout bien. Alors, ça c'était la théorie des libéraux, mais il y avait plein d'autres théories qui, eux, pensaient que ça pourrait être la catastrophe. Si on déboise trop, ça peut avoir plein de conséquences. Mais c'est vrai que ça avait des conséquences sur l'érosion, par exemple. L'érosion des sols, ça a des conséquences très directes, quoi. Disons qu'ils en rajoutent une couche en invoquant les questions du changement climatique. Mais c'est intéressant. Donc, à l'époque, finalement, et donc même avant, on pouvait penser que l'homme influait sur le climat, quoi, localement. Parce que ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'a jamais existé, que c'était récent, que d'ailleurs, dans les années 90, 2000, il y avait des débats sur, mais non, l'homme ne peut pas changer le climat de la planète. Oui, en fait, c'est des vieux débats très anciens, avec comme conséquence qu'on a produit des savoirs là-dessus depuis longtemps, et des savoirs assez perfectionnés, en fait. Dans les années 1770, il y a toute une tradition scientifique qui naît, qui est celle de la climatologie historique, dont je vous ai déjà brièvement parlé, mais en gros, on va étudier l'évolution des glaciers, l'évolution des bancs de vendange, l'évolution de l'étagement de la végétation en montagne. Enfin, on fait des choses vraiment précises, quoi, de la très bonne science, la meilleure science qu'on pouvait faire à cette époque. On n'avait pas encore de satellites, etc. Mais voilà, c'est une question brûlante, en fait, parce que c'est une question politique cruciale. La forêt, à cette époque, c'est la pourvoyeuse d'énergie, de matériaux de construction. Enfin, vous voyez, c'est un peu le plastique, le béton et le pétrole de maintenant. Et voilà, donc c'est vraiment une question de politique fondamentale. Donc ça, c'est un point, je trouve, important, parce que souvent, on a une histoire de l'environnement qui se focalise sur les précurseurs. Alors ça, il y a des bibliothèques entières sur les précurseurs de l'environnementalisme, avec souvent quelques intellectuels un peu piochés, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, il faut vraiment sortir de cette histoire-là. L'histoire des inquiétudes sur l'environnement, c'est une histoire qui est très généralisée. C'est une histoire de gouvernement des populations. Je vous ai parlé de ce discours sur la forêt, mais c'est aussi une histoire d'un environnementalisme du pauvre, une histoire de décence environnementale commune. Et il y a tout plein de théories environnementales
chez les paysans, chez les pêcheurs. J'ai travaillé là-dessus dans l'Apocalypse joyeuse. Par exemple, l'idée d'écosystème, l'idée que les êtres vivants ont des relations de symbiose et que si on touche un petit bout de la nature, ça peut avoir des répercussions sur des grands espaces et des grands éléments de la nature. Ça, c'est une idée qu'on trouve assez fréquemment dans les discours des pêcheurs des années 1760, par exemple. Et donc, vraiment, ne pas raconter l'histoire de l'environnement comme une histoire de quelques intellectuels qui nous auraient éclairés sur les problèmes, je pense que c'est très salutaire et c'est très libérateur, quoi. Ça n'empêche pas que des fois, des scientifiques découvrent des problèmes. Ça existe aussi. C'est pas pour dire que ça n'existe pas. D'une certaine manière, la question du CO2, c'est pas simplement l'histoire de quelques découvertes, mais il y a eu quand même des avancées scientifiques. Je pense particulièrement à l'étude des isotopes, du carbone 14 en gros, qui permettent de faire drastiquement avancer la question scientifique.